ça va permettre de convertir une adresse physique ou bien une adresse imaginaire ou virtuelle en une adresse physique, tout simplement. Et puis, il y a les pilotes, il y a l'environnement de développement, ou bien ça dépend de votre application, ou bien les applications réseau. Donc là, la grande majorité des smartphones, plus de 80% à ce jour, utilisent le noyau Linux et non le système complet dans le système Android de Google. Par exemple, Android, il utilise une partie du noyau Linux, ça veut dire le noyau du Linux. Donc, récemment, l'éditeur Microsoft a annoncé qu'il se retirait peu à peu du marché de l'embarqué, où il était connu pour Windows CE et autres Windows Embedded, laissant une belle place à Android pour les applications graphiques. Ça veut dire Windows, il s'occupe actuellement surtout du PC, de bureau, des PC portables, etc. Il a un petit peu délaissé le marché du système embarqué, donc au profit de Android, etc. Donc, Linux embarqué. Donc, la connaissance de Linux, il devient une nécessité, que ce soit pour les ingénieurs, pour les entreprises, etc. D'accord. Parce que maintenant, Linux embarqué, il a envahi aussi les systèmes embarqués. Donc, c'est bon. Voilà. Bon, là, les exemples ci-dessous plutôt, prouvent que le système d'exploitation Linux peut être conservé dans Embedded System, système embarqué. En fait, Linux est l'un des systèmes d'exploitation préférés pour les systèmes embarqués. La raison derrière cela est la suivante. Donc, vous avez plusieurs raisons ici qu'on va citer. On va citer quelques-unes. Linux est compact, il occupe moins d'espace en mémoire par rapport aux autres systèmes d'exploitation. Il est temps réel, ça veut dire, d'accord, et puis il est entièrement configurable, ça veut dire, on va voir d'ailleurs dans le dernier TP qu'on va voir comment configurer le Linux, etc. Et puis il prend en charge la mémoire virtuelle, ça veut dire, on a déjà parlé de MMU, etc. Il prend en charge la mémoire virtuelle. Et puis, particulièrement pour les produits critiques, pour la sécurité, les avions, les trains, les réacteurs nucléaires, etc. Donc, il y a pas mal de points où il se positionne par rapport aux autres systèmes d'exploitation embarqués qu'on a cités ici. Alors, c'est quoi une licence libre ou bien licence GPL, General Public License, d'accord? Donc, il garantit 4 droits fondamentaux à l'utilisateur: le droit d'exécution et d'utilisation du programme, le droit d'analyse, de correction, de modification du programme, le droit de partage du programme, le droit de partage dans une version modifiée. Donc, vous avez tous ces droits lorsque vous avez une licence GPL. Et cette licence, il vous l'offre Linux d'une manière générale, et en particulier Linux embarqué. Donc, il vous fournit ces droits-là. Alors, je voulais, là, j'ai expliqué, j'avais bien peur que vous n'ayez pas fait la mémoire virtuelle, mais apparemment, vous l'avez déjà fait. D'accord? Donc, j'ai donné une explication ici de la mémoire virtuelle ou de l'unité MMU. Mais votre camarade, apparemment, dans la discussion, il m'a dit que vous l'avez fait quelque part. Donc, bien sûr, la mémoire est divisée en octets. Vous savez très bien la RAM. La RAM, la capacité d'une RAM, elle dépend de quoi? Elle dépend du nombre de fils d'adresse, n'est-ce pas? La capacité d'une RAM, elle dépend du nombre de fils d'adresse. Donc, le nombre de cases, c'est 2 à la puissance n. 2 à la puissance n, cases. Et le nombre de bits dans chaque case, c'est le nombre de fils dans le bus de données. Le nombre de fils dans le bus de données. Si on a n bits dans le bus d'adresse et k fils dans le bus de données, la capacité, c'est 2 à la puissance n fois k bits. D'accord. Donc, aujourd'hui, les processeurs utilisent généralement des adresses sur 32, 64 bits. Avec des adresses de 32 bits, la mémoire peut stocker 4 gigaoctets, 2 à la puissance 32. C'est ça, 2 à la puissance 32. Ça fait 4 gigas de données. Mais avec des adresses sur 64 bits, voilà, avoir en octets, ça veut dire, voilà, ça sera 16 hexaoctets.
16 hexaoctets, il n'y a pas encore de mémoire de 16 hexaoctets. Donc, c'est pourquoi on ne peut pas, ça veut dire même si le processeur possède 64 bits d'adresse, la mémoire, il ne peut pas, dans les PC actuellement, c'est 8 Go, 16 Go, à la limite actuellement 32 Go, d'accord? Mais on n'est pas encore arrivé à 16 hexagigas, c'est trop. Et donc, c'est pourquoi il doit y avoir, ça veut dire une interface entre le CPU et la RAM, d'accord, pour convertir, si vous voulez, les adresses virtuelles en adresses physiques sur la RAM, d'accord. Et c'est pourquoi on trouve ce schéma-là, d'accord. Le MMU, c'est ça, le MMU, il traduit l'adresse virtuelle composée par le processeur vers une adresse physique sur la mémoire principale. D'accord? Donc, je reviens ici sur Unix. Donc, la mémoire, il est organisée comme ça. Ça veut dire le sommet de la pile. Le sommet de la pile, c'est le sommet de la RAM, c'est la pile, c'est le stack, c'est la pile. Le sommet de la RAM, c'est la pile. Et la pile, quel est le rôle de la pile? Est-ce que vous connaissez déjà la pile? Vous l'avez déjà fait en assembleur, certainement. Vous avez déjà fait la programmation en assembleur. Oui. Donc, la pile, c'est une partie de la RAM qui sert à sauvegarder les données, tout simplement. Organiser les données. Pas exactement organiser les données, mais c'est surtout pour sauvegarder. Il sauvegarde les données, d'accord? Et puis, juste après, il y a la mémoire partagée entre les librairies, d'accord? Et puis, il y a le heap, c'est une partie de la RAM, ça veut dire qu'il doit être soigneusement sécurisé, etc. Les données globales, les données statiques, et puis le code de votre programme, le code, etc. Donc, l'Unix, il est Unix. Je parle de Unix, il est organisé comme ça, d'accord? Et donc, c'est quoi une adresse virtuelle? C'est une adresse qui est utilisée à l'intérieur d'un programme. D'accord? Une adresse physique, c'est l'adresse qui est utilisée par du puce de RAM, ça veut dire par la RAM proprement dit, par le matériel. Donc, pour que les programmes puissent accéder aux instructions et données qui se trouvent en mémoire, il est nécessaire de pouvoir traduire les adresses virtuelles en adresses physiques. C'est le rôle de MMU ou Memory Management Unit. Donc, actuellement, le MMU il est directement intégré au processeur pour des raisons de performance, mais conceptuellement, son rôle reste essentiel comme nous allons le voir. Donc, voilà, donc, traduit toute adresse virtuelle en une adresse physique. Il existe des processeurs sans MMU, par exemple ARM7, d'accord? Et il existe aussi des operating systems qui n'utilisent pas la MMU. Ils utilisent d'autres, mais là, le problème de sécurité, si on n'utilise pas la MMU, quel est le problème? Ça veut dire il doit y avoir, par exemple, vous pouvez avoir un programme qui veut accéder aux adresses utilisées par le système d'exploitation, par le noyau. Et là, ça pose problème. Parfois, on vous donne des messages comme quoi, ou bien ça peut planter même le système d'exploitation. Et donc, c'est pourquoi les adresses utilisées par le système, ils doivent être différentes des adresses de votre programme et de vos variables, etc. Et donc, il existe aussi des operating systems qui n'utilisent pas la MMU. Voilà des exemples. Et donc, le noyau et les programmes se partagent le même espace mémoire. Et ça peut poser des problèmes. D'accord? Noyau Linux utilisable pour des processeurs avec et sans MMU. Ce n'est pas de protection mémoire, ce n'est pas de MMU, d'où une application erronée peut planter le système. Il peut y avoir, ce problème de planter le système. Alors, les services offerts par le noyau Linux, d'accord? Voilà les services. Donc, vous avez plusieurs services, donc que ce soit concernant le réseau, par exemple, d'accord? Ou les applications métiers, d'accord? Donc, il peut gérer, donc, puisqu'il est embarqué, il doit gérer
les ports qui ne se trouvent pas sur le PC, par exemple le Buscan. Vous avez déjà vu le Buscan? Oui, d'accord. Le Buscan, le bus I2C, le SPI, etc. Et puis les GPU, les PWM, etc. D'accord. Donc, il doit gérer tout ça. Et puis, donc, dans le noyau, puisque je dois avoir tous les drivers concernant le matériel, concernant ses ports, etc. D'accord. Bien, concernant les sockets, c'est surtout pour les réseaux, etc. Alors, l'architecture globale, c'est ça, donc d'un système Linux embarqué. Donc, vous avez le hardware toujours, le bootloader. Donc, vous avez déjà utilisé le bootloader, vous savez ce que ça veut dire. Je sais très bien que vous savez ce que ça veut dire le bootloader. Vous l'avez utilisé dans le microcontrôleur PIC lorsque vous voulez charger votre programme. Vous l'avez utilisé aussi dans le FPGA si vous avez déjà fait le VHDL, etc. Et ça, c'est le noyau Linux. Et puis, la librairie standard C, des librairies, d'accord, ça, c'est pour l'environnement de développement. Donc, les applications, ils ont besoin de ces librairies pour s'exécuter. D'accord. Un exemple de carte embarquée où peut être installé le Linux embarqué, c'est le BeagleBoard. Voilà les caractéristiques de cette carte. Alors, il contient un ARM Cortex, c'est le microprocesseur avec 1 GHz de fréquence d'horloge. Et voilà, vous avez la RAM, c'est 112 mégaoctets, etc. Donc, diverses architectures de processeurs. Il peut être installé sur tout type de processeur. Le stockage, il se fait en mémoire flash. Il est limité en capacité. Et puis, la RAM, il est aussi limité en capacité. Là, on a un exemple. On a un exemple de valeur. Vous avez des exemples de valeur ici. Et puis, vous avez différents bus spécifiques, I2C, SPI, CAN, etc. Existence de cartes de développement avec des facilités de chargement, etc. Alors, on arrive aux composants logiciels du Linux embarqué. Donc, la première chose, il y a une chaîne de compilation croisée. Ça veut dire quoi une chaîne de compilation croisée? Vous voulez, par exemple, faire un système d'exploitation, vous voulez concevoir un noyau, un système d'exploitation Linux pour votre carte, n'importe quelle carte, ça doit être Raspberry Pi ou autre, ou n'importe laquelle. Mais vous êtes en train de le développer sur votre PC Intel, sur x86, d'accord? Donc, vous faites votre système ici, et vous compilez. Donc, vous compilez pour la carte, pour l'autre carte. Ça, c'est la compilation croisée. Ça veut dire que vous compilez le noyau, parce que le noyau au départ, il était sur Intel, sur x86. Donc, il faut faire la compilation croisée pour votre carte. C'est ça ce que s'appelle compilation croisée. Ça veut dire que toutes les applications, le noyau, etc., ils doivent être recompilés pour qu'ils tournent sur votre carte cible. La carte cible, qui peut être Raspberry Pi ou BeagleBoard, ça s'appelle une chaîne de compilation croisée. Donc, c'est un compilateur qui tourne sur la machine de développement, mais qui génère du code pour la plateforme embarquée. C'est ça la définition. Bon, là, je donne des définitions de toutes les composantes logicielles je n'ai pas un schéma. Non, je n'ai pas donné un schéma. Voilà les composants logiciels. Le bootloader, vous le connaissez, démarré par le matériel directement responsable des utilisations de base, du chargement et de l'exécution du noyau. Noyau Linux responsable de la gestion de différents services pour les applications, processus, mémoire virtuelle, pile, réseau, pilote de périphérique, etc. La librairie C, c'est interface entre le noyau Linux et les applications de l'espace utilisateur. Et puis, librairie application, c'est le programme, c'est vos programmes, etc. D'accord? Alors, système de fichiers root, d'accord? Donc, vous avez le bootloader, vous avez le noyau, le kernel, et vous avez le système de fichiers root, d'accord? Dans un système Linux, plusieurs systèmes de fichiers peuvent être montés et créer une hiérarchie globale de fichiers et répertoires. Le système de fichiers particulier, le système de fichiers root, est monté donc sur slash, comme ça. Ça, vous l'avez
Vous l'avez vu lorsque vous avez fait des commandes sur Linux. Sur les Linux embarqués, le système de fichiers root contient toutes les librairies, applications et données du système. Donc, construire ce système de fichiers est l'une des tâches essentielles de l'intégration de Linux sur la plateforme embarquée. Voilà. Donc, l'une des plus grandes tâches, c'est construire ce système de fichiers root sur votre plateforme embarquée. En général, le noyau est séparé du système de fichiers root. Voilà, vous avez le kernel, vous avez le système de fichiers root ici. Bon, ça, c'est un schéma qui n'est pas très clair, mais ça montre le noyau du Linux embarqué. D'accord? C'est le noyau, ça c'est le noyau, le kernel. D'accord? Qu'est-ce qu'on va trouver dans le noyau? On va trouver le IPC Manager, d'accord, qui manage les processus, etc. Donc, celui-là, il gère la mémoire, pour la gestion de la mémoire. Et voilà l'ordonnanceur. L'ordonnanceur, il est en contact direct avec les tâches, avec les processus. Donc, il y a un queue de processus, d'accord, qui sont gérés par l'ordonnanceur, le scheduler. Donc, ça, c'est il gère le système de fichiers, le manager du file system, d'accord. Et ça, c'est le manager des applications réseau, du matériel réseau, etc. Donc là, on trouve, bon, on a déjà parlé de kernel, qu'est-ce qu'il contient le noyau. D'une manière générale, on a déjà parlé du noyau, mais là, c'est le noyau du Linux, le noyau de Linux embarqué. Donc, l'explication, c'est ça. Donc, voilà ce qu'il contient. Il contient process management, ça veut dire schedule all the process and control multitasking. Ça veut dire là, c'est l'ordonnanceur tout simplement. Ça veut dire qu'il partage les processus entre le processeur. Il partage la ressource processeur entre les différentes tâches. Memory management, il manage the physical memory, ça veut dire il gère l'espace mémoire. Il gère l'espace mémoire. Et puis, le manager des file systems, il gère les systèmes de fichiers, y compris les file devices. Et puis, IPC, Inter-Process Communication, manage and control the communication between various processes. Parce que les processus, ils se partagent des variables, ils se partagent la mémoire, etc. Et cette communication-là, elle est gérée par quoi? Par l'IPC. Donc, lorsqu'il y a communication entre plusieurs processus. D'accord? Et puis, l'interface network, il provide network access to the Linux machine via protocol like TCP, UDP, IPv4, IPv6, etc. Et puis, les drivers. D'accord? Voilà. Donc, c'est ça ce que contient ce schéma-là. Il contient tous ces éléments-là. Le kernel de... Voilà, on revient vers la compilation croisée, la compilation du noyau Linux, parce qu'elle est très importante. D'accord? On arrive où on va un petit peu expliquer. Donc, les outils de compilation croisée sont un ensemble d'outils, c'est-à-dire des compilateurs, des éditeurs de liens, des assembleurs. Donc, c'est ça les outils de compilation croisée. Ce sont des compilateurs. Vous savez ça veut dire éditeur de liens? On vous a déjà expliqué l'éditeur de liens. L'éditeur de liens, oui, certainement vous le connaissez parce que vous avez travaillé en assembleur et donc vous connaissez l'éditeur de liens. Vous avez travaillé avec quel compilateur assembleur? Ah, vous avez travaillé Motorola, je crois, non? Vous avez travaillé Motorola, donc vous avez travaillé avec... Oui, avec quel outil? Le compilateur assembleur, vous avez travaillé? Ah oui, vous m'avez dit que vous avez utilisé l'ARM simulateur, d'accord. Et donc, lorsque vous avez utilisé le compilateur ou l'ARM simulateur, simulateur donc, simulateur, ça veut dire que vous n'avez pas travaillé réellement. Vous avez juste simulé. D'accord, vous avez juste simulé. Mais si vous travaillez réellement, vous allez assembler. Donc, vous allez assembler tout d'abord et puis vous allez utiliser l'éditeur de lien.
Aussi pour le PIC 18, d'accord. Et DSP aussi. Donc, certainement, vous avez utilisé l'éditeur de lien. L'éditeur de lien, il va appeler toutes les bibliothèques dont vous aurez besoin pour vous créer l'exécutable. L'exécutable, il ne sera pas créé seulement à partir de votre programme, mais il va aussi importer toutes les bibliothèques dont vous aurez besoin. Et après, il va créer l'exécutable. C'est ça l'éditeur de lien. D'accord? Vous avez l'assembleur et vous avez l'éditeur de lien. L'assembleur, c'est votre programme. Ça veut dire qu'il va assembler votre programme, mais l'éditeur de lien, il va importer toutes les bibliothèques dont vous aurez besoin pour créer quelque chose d'exécutable. Et donc, les outils de compilation croisée sont un ensemble d'outils qui produisent du code dans vos programmes compilés pour un jeu d'instructions CPU différent et celui de votre machine hôte. Ah, là, vous avez vu, d'accord? Ça veut dire, vous êtes en train de créer un noyau sur votre PC x86. Et donc, vous utilisez un processeur x86, mais la carte cible, il contient un ARM. Et donc, la compilation croisée, c'est ça le rôle. Ça veut dire qu'il va créer un programme pour votre processeur, pour l'autre processeur. Parce que les processeurs, ils ne parlent pas le même langage assembleur, ça vous l'avez vu. Puisque vous avez utilisé le PIC, vous avez utilisé l'ARM, le DSP. Vous avez vu que les assembleurs, ils sont différents. Et donc, le code, le fait de faire la compilation croisée, c'est comme s'il va traduire votre code qui a été censé s'exécuter sur x87 en un code qui va être censé s'exécuter sur ARM. D'accord? Par exemple, si vous avez une chaîne d'outils croisés pour ARM, vous compillerez vos programmes sur votre ordinateur portable de bureau x86 et ces programmes s'exécutent sur votre système ARM intégré plutôt que sur votre ordinateur portable bureau. D'accord? Il existe des outils intégrés croisés prédéfinis pour ARM, PowerPC ou MIPS. Si vous utilisez une distribution Linux basée sur Debian, telle que Ubuntu par exemple, il est probable que vous puissiez simplement les installer en utilisant le système de paquet Debian par exemple, ça. Donc sudo, ça veut dire installer, etc. Et rapidement, vous pouvez créer votre compilation croisée. Là, c'est encore l'explication de la compilation croisée. C'est encore des définitions de la compilation croisée. OK. Donc, il y a une machine cible et une machine hôte. Hôte, c'est la machine de départ, là où vous avez développé votre noyau, etc. Et la cible, c'est la carte sur laquelle vous voulez mettre votre noyau Linux, etc. Exemple. Nous compilons un noyau pour le système BeagleBone. Ça veut dire que votre carte, c'est BeagleBone, basée sur une architecture ARM. La machine hôte, regardez, la machine hôte, c'est la machine que nous utilisons pour créer le logiciel libre. Par exemple, un PC. C'est là que la chaîne d'outils sera installée. C'est là que la chaîne d'outils de compilation croisée. Dans ce cas, nous nous appuyons sur une architecture 64 bits basée sur Intel. Ça veut dire que la machine hôte, c'est Intel. Et la machine cible, c'est ARM. D'accord? Donc, pour les systèmes embarqués, on utilise une chaîne de compilation croisée, qu'on appelle en anglais cross-compiling toolchain. Elle est généralement composée voilà de ce qu'il est composé. Des outils, d'accord, des outils binaires, par exemple ASLD. Bon, là, j'explique ce que ça veut dire. Ça veut dire c'est une collection d'outils binaires, par exemple LD, d'accord. C'est le linker, c'est l'éditeur de lien, d'accord, ou AS qui est l'assembleur. On parlait de l'assembleur. Par exemple, AS ici, c'est l'assembleur, celui qui va assembler. Et le LD, c'est le linker, c'est l'éditeur de lien. Donc cette chaîne de compilation croisée, il est composé d'assembleurs, d'éditeurs de liens, d'entêtes du noyau, ce qu'on appelle le kernel header, et puis de compilateurs GCC,
de compilateur GCC que vous connaissez, et puis de bibliothèque CC++. Si vous voulez, la chaîne de compilation croisée est composée de tout ça. De tout ça. Et puis, d'accord, de tout ça. Donc, la librairie C, il est composé de ça. Donc, d'un glib C, pour ARM, par exemple, c'est 2,5 mégaoctets. Et dit embedded glib C. Embedded, ça veut dire c'est une glib C embarquée. Et puis, UC libc, c'est une librairie qui est très légère, ça veut dire qu'il n'est pas très, très volumineuse. Et puis, donc ça, ce sont tout ça, ce sont des composantes de la librairie C. Ils contiennent tout ça. Donc, finalement, construire une chaîne de compilation, ça revient à faire quoi? Ça revient à faire quoi? Donc, nous avons dit, il y a la librairie C, le débugger GDB, la chaîne de compilation croisée, etc. Donc, construire une chaîne de compilation, bien distinguer la machine sur laquelle est construite la chaîne de compilation, c'est-à-dire la machine hot, build machine. Et puis, la machine sur laquelle la chaîne de compilation va être exécutée. Ah non, pardon. La première, c'est la machine cible. Et là, c'est la machine hot, d'accord? La machine sur laquelle les binaires générés par la chaîne de compilation vont être exécutés, c'est la machine cible. En général, host et build machine sont les mêmes. Choisir la libc, choisir les versions des différents composants, et puis configurer la chaîne. D'accord? Tout ça, on va le voir dans un TP sous un outil logiciel qui s'appelle Buildroot, qu'on va le voir par la suite, ce n'est pas aujourd'hui. D'accord? Voilà les étapes de construction d'une compilation croisée. Une fois tous les choix effectués, pour toutes les configurations choisies, extraire et installer les entêtes du noyau, extraire, configurer et installer les bins utiles, ça veut dire l'assembleur, l'éditeur de liens, etc. Extraire, configurer et installer une première version de GCC qui va générer les binaires pour la cible. Extraire et configurer et compiler la libc en utilisant le compilateur construit à l'étape précédente, et puis configurer et compiler le cross-compilateur GCC. Donc, voilà les étapes, c'est ça. Et tout ça, on va le faire, comme j'ai dit, sur un outil qui s'appelle Buildroot. Et là, on vous donne encore des indications. On peut utiliser une chaîne de compilation précompilée. Ça veut dire que je peux avoir une chaîne de compilation précompilée. Voilà le lien. D'accord? Et puis, on peut utiliser des outils de génération de chaînes de compilation. Des outils, voilà le Buildroot. Je ne le trouve pas ici. Voilà, le Buildroot qu'on va utiliser nous, c'est le deuxième. C'est ça l'outil, le deuxième qu'on va utiliser nous pour générer la chaîne de compilation. On va utiliser celui-là dans un TP qui va venir par la suite. Bon, le bootloader, encore une fois, l'explication de bootloader. Par exemple, U-Boot, c'est un bootloader. Ou bien Barbox. Là, j'explique un petit peu U-Boot. Mais avant de revenir à ça, j'aimerais bien vous donner un petit TP parce que vraiment, ma voix, elle commence à… Donc, j'arrête ici pour vous donner un petit travail pratique à faire. Est-ce que vous l'avez récupéré à partir de modèle, le TP? Est-ce que vous avez récupéré l'énoncé de TP à partir de modèle? Oui, d'accord. Donc, vous l'avez. Ce n'est pas la peine que je l'envoie dans la conversation. Donc, je vais essayer de le partager avec vous ici. Une autre question, est-ce que vous avez déjà utilisé QEMU? QEMU, celui-là, cet outil logiciel, est-ce que vous l'avez déjà utilisé?
Non, non. Oh, combien de noms? 1000 noms. OK. D'accord. Regardez, QEMU, pour nous, il se comporte comme une machine virtuelle. D'accord? Comme une machine virtuelle. Mais nous, on va l'utiliser, on va télécharger, installer. Bon, je ne sais pas, est-ce que celui qui a l'Unix, il peut suivre ces étapes-là. D'accord? Pour installer l'émulateur, c'est un émulateur de Raspberry Pi avec QEMU. Il faut savoir là qu'on va travailler sur une Raspberry Pi, mais on va juste l'émuler. L'émuler, c'est comme le simuler. Raspberry Pi, c'est une carte équipée de processeur ARM et sur laquelle il tourne. En général, on va faire tourner euh, un noyau Linux, c'est le Raspbian. Ça s'appelle Raspbian. Raspbian. Et donc, on va essayer de l'émuler, de configurer quelques fonctionnalités, etc. Et de découvrir quelques fonctionnalités du noyau Linux sur la Raspberry Pi. D'accord? Donc, est-ce qu'il y en a quelqu'un qui travaille sur Linux actuellement, maintenant? Non. D'accord. Donc, si tout le monde travaille sur Windows, je vais vous envoyer, un- Ah oui, il y en a quelques-uns. Donc, pour ceux qui travaillent sur Linux, ils peuvent suivre ces étapes sans aucun problème. D'accord? Depuis le début, ils vont, ça veut dire, ils vont suivre ces